Et rejoint d'ailleurs les approches que vous venez de nommer, puisqu'il s'agit, avec la personne qui se présente, ou le couple, de permettre aux personnes de se retrouver. La spécificité du conseil conjugal et familial est de travailler sur le lien, sur ce qui se joue dans la relation, et donc sur la réalité, en fait, de ce qui se vit, de la vie des personnes. Alors, on a entendu aussi ce matin, surtout, ne restez pas seul, donnez-vous l'occasion de parler, et il y a bien un lieu donc, qui est cette occasion, mais en sécurité cette fois, pas n'importe comment, pas avec n'importe qui. C'est un lieu sécurisé qui est le lieu de l'entretien en conseil conjugal et familial. Effectivement, c'est difficile pour une personne qui est en présence d'une personnalité narcissique ou perverse narcissique de s'ouvrir aux proches, précisément parce que la personne a un double visage, un double rôle, et l'environnement, les proches, ne comprendraient pas la plupart du temps. Ça, c'est la première donnée. La deuxième donnée aussi, c'est que la personne elle-même est très enfouie, elle est contenue, et elle a du mal à choisir la personne à qui parler. Elle a besoin d'être sécurisée, et le secret professionnel fait partie de cette sécurité. Donc, je vais parler en fait d'un moment qui est en fait précoce par rapport à tout ce que nous avons entendu, puisque c'est le moment où la personne, ou le couple, sent un mal-être, un malaise, une saturation qui fait qu'elle passe le pas, et donc là, avec son corps, elle passe le pas de l'entretien. C'est déjà souvent un exploit. Donc, il s'agit d'accueillir la personne avec une très grande bienveillance parce que souvent la saturation est au maximum. Et donc, c'est par les mots, mais les mots c'est aussi le corps, puisqu'il faut parler, c'est déjà franchir le mur du son, pour prendre conscience par les mots. Donc l'entretien en conseil conjugal, il est donc fait pour que la personne nomme la crise, parfois le couple, parce qu'il y a parfois des couples qui se présentent qui n'ont même pas eux-mêmes conscience de la façon dont le lien est tordu. Donc ces mots vont permettre au conseiller conjugal que je suis d'entendre la crise et d'entendre ce qui résonne dans la crise. Je suis une caisse de résonance et je suis là, moi aussi avec mon corps, pour entendre, et une oreille formée, pour entendre ce qui se joue dans le lien. Et c'est par cette mise en mots, qui met des mots sur les mots, que peuvent survenir des moments de détection et parfois de prévention. Mais surtout, quand c'est détecté, si la personne elle-même n'en est pas pleinement conscience, c'est l'occasion de commencer un travail qui rejoint tous ceux que nous avons nommés pour que la personne se retrouve et donc commence à bouger elle-même. Et la distinction entre le moment qui est effectivement d'être dans une recherche d'indemnisation ou de combat, c'est qu'on est encore dans la discrétion, à un moment précoce, puisque la crise surgit, ou la saturation commence à être nommée, et donc le temps est encore avec nous, si je puis dire, dans la mesure où la personne vient, le couple parfois, mais quand même plus souvent la personne vient dans la clandestinité, donc nous sommes encore avec un allié qu'est le temps. Et souvent, les entretiens sont par phase. Pourquoi? Parce que d'autres personnes m'ont dit, il y a des phases de séduction, il y a des phases de stress, ce n'est pas linéaire. Et puis il y a les enjeux pour la famille. Donc, en fait, le conseil conjugal qui reçoit cette situation a le temps, dans la mesure où la personne accepte de travailler sur elle. Car la plupart du temps, quand il s'agit d'une personne qui est en fragilité du fait de cette saturation en présence d'un narcissique, c'est en fait le moment où il va falloir reconnaître cette fragilité. Et c'est la première grande difficulté, la première confrontation avec soi-même, c'est de reconnaître que oui, soi-même, il y a une fragilité première. Il y a souvent un profil très contenu qui a
accumulé depuis même fort longtemps dans sa vie, la façon dont elle s'est engagée dans la vie. Donc l'amorce de ce mouvement intérieur permet à la personne de s'ouvrir et nous, en tout cas, d'accueillir cette détresse de prise de conscience de ce qui se joue précisément entre cette fragilité qui est comme stockée et cette relation de pouvoir qui est souvent masquée. Donc, je vais synthétiser très rapidement ce processus de prise de conscience qui passe par l'observation des comportements, on est donc dans le réel, des réactions, des interactions qui caractérisent la relation de la personne qui est présente avec le narcissique, voire éventuellement en présence des deux, c'est plus délicat, mais c'est aussi la spécificité du conseil conjugal. L'évaluation avec la personne, de lui faire réaliser ce qui se joue dans l'intensité de la difficulté de la relation, mais aussi dans la durée. L'identification, aider la personne à nommer ce qu'elle vit, les émotions. Moi, j'ai volontiers recours à une demande de faire écrire la personne dans la discrétion sur des moments, ce qu'elle ressent, qui l'oblige à mettre en mots dans la discrétion toujours et d'être relu, ce qui permet une relecture aussi des situations, pour arriver à ce dont on a entendu parler en fil rouge, de cette distinction entre ce qui m'est dit et ce que je suis. Et c'est là que le noyau commence à être vraiment pris en conscience et où la personne commence à se retrouver. Et donc, je dirais, c'est quasiment une rééducation intérieure qui commence. Donc, il s'agit, à travers cette écoute et cet accompagnement, de mettre en évidence ce dysfonctionnement. Peu à peu, la personne prend conscience qu'elle est un adulte capable de se tenir dans une posture. Et là, vous voyez la distinction par rapport à ce qu'on a évoqué, c'est qu'on est toujours avec une personne qui est dans sa cellule familiale. Seulement, petit à petit, ça a été nommé ce matin, elle va commencer à se distinguer de ce qui se passe, de ce qui se dit, et donc à éventuellement commencer à prendre de bonnes décisions pour elle, éventuellement pour ses enfants, et parfois même, ça m'est arrivé, j'ai cet exemple d'une femme qui, progressivement, après des mois et des mois d'entretien, de relecture de situation, des moments où elle n'est pas venue, des moments où elle est revenue, a pu prendre des décisions pour ses enfants. Après 20 ans de mariage, on est avec une fratrie d'enfants de 20 à 10 ans, en gros, et elle a vraiment réalisé que ses enfants étaient également victimes de paroles abusives, de violences. Elle a réalisé l'ampleur des dégâts, surtout. Et elle a commencé à prendre des décisions en y associant son mari. C'est-à-dire qu'au moment d'un passage en études supérieures, le jeune, qui lui avait aussi réalisé, puisque la mère bouge, donc, a demandé d'aller faire ses études en province. Le second, en lycée, difficulté, a demandé, et la décision a été prise, pour un internat, pour faire son lycée en tant qu'interne, et à côté, a été mis en place un dispositif pour un accompagnement psychologique du jeune. Ensuite, il y avait 2 autres garçons, et progressivement, la mère a mis en place, de façon très discrète, un suivi psychologique. Tout ça parce que cette femme est venue régulièrement et a repris contact avec elle-même. Elle avait consacré, elle avait chanté sa progression professionnelle en étant à mi-temps pour justement être attentive à ses enfants, et elle a repris une activité plus intense progressivement au moment où ça a été possible pour elle. Ce qui fait que petit à petit, elle a accepté elle-même d'approfondir sa thérapie et de vraiment travailler sur elle-même au point qu'elle prenne connaissance de ces schémas, car, ça a été dit aussi, le jeu relationnel qui se tisse entre un pervers narcissique et son conjoint vient de schémas qui sont inscrits très profonds dans l'histoire de la personne. Donc, quand je fais une anamnèse sur l'histoire de la personne, et je retrouve
des fonctionnements qui me permettent d'interroger, et là, qu'est-ce qui se rejoue? Qu'est-ce qui se rejoue? Pas plus tard qu'hier, personne m'a dit, mais c'est cette question-là que je me suis posée au moment où on entrait dans une difficulté relationnelle. Qu'est-ce qui se rejoue? Donc, à travers des bonnes questions, à travers cette relecture, à travers cette anamnèse, la personne est en capacité de se distinguer. Alors, je ne sais pas si j'ai encore un instant. Il y a 3 minutes, c'était juste parce que j'ai repéré, mais ça, beaucoup peut-être les connaissent, les schémas qui sont déclenchés par les narcissiques, principalement donc quand la personne fragile est dans l'abnégation, donc difficulté d'exprimer ses besoins, ça remonte parfois à l'enfance. L'assujettissement, difficulté à être sûr de soi, de ses droits, de ses opinions. L'abandon, l'instabilité, l'imperfection, la honte, le surcontrôle, le besoin de maîtriser, le manque affectif, la méfiance, les abus et les idéaux. Et en fait, on retrouve chez les narcissiques une quasi-symétrie. Le narcissique est en manque affectif, on l'a dit largement, en méfiance, dans un sentiment extrêmement profond d'imperfection et de honte, avec un tissu dépressif quasi continu, des idéaux exigeants, un manque de contrôle de lui-même et un besoin d'approbation constant. Donc, je vous ai parlé de cette situation, je ne vais pas la détailler davantage. Ce que je peux dire, c'est que la vertu de ces entretiens de conseils conjugaux, qui sont fondés donc sur cette écoute de la crise ou du dysfonctionnement du lien, qui font aussi appel à la systémie, peuvent être des lieux d'entretien, de détection et de prévention. Donc Maître Pierre m'a demandé un petit peu, mais où verriez-vous ces lieux? Où les placer? Bien sûr en libéral, c'est ce que je pratique, mais il y a aussi des lieux qui pourraient être à réfléchir. Par exemple, en mairie, avant l'engagement dans le mariage, il y a par exemple, à l'heure actuelle, une association qui s'appelle Cap Mariage, qui propose aux mairies une série de rencontres pour les personnes qui demandent le mariage, et il y a plus de 500 couples aujourd'hui en France qui ont été preneurs de ces entretiens quand le maire lui-même s'est saisi de la proposition. C'est-à-dire que dans certaines mairies, dans la région parisienne il y en a, et il y en a en province aujourd'hui, il est proposé d'analyser avec les futurs conjoints des articles de l'engagement civil dans le mariage, y compris avec le respect des personnes, et dans ce domaine, on peut très bien insérer un entretien ou une écoute et prévenir sur des critères relationnels au préalable qui sont de véritables clignotants. Il y a aussi les lieux comme l'école, il y a des infirmières scolaires, il pourrait y avoir un lieu familial, il y a les haltes-garderies, il y a aussi les maternités, on l'a vu ensemble, au moment d'une naissance, il y a des dysfonctionnements qui surgissent et qui s'accentuent. Bref, il y a des lieux possibles pour proposer, en tout cas, une prise de parole en sécurité, puisque ne pas rester seul, c'est bien beau, se retrouver, oui, avec toutes les thérapies complémentaires. Moi-même, je suis en réseau avec des thérapeutes ou des psychologues ou des psychiatres suivant ce que je détecte, à partir de l'anamnèse, à partir de la démarche de la personne, voire des deux. Et il y a une possibilité, moi je crois énormément à la pluridisciplinarité, et je pense que c'est là qu'on travaille le mieux. Merci. Merci Mme Thiel. Je voulais juste rebondir sur les associations. Vous avez évoqué la maternité et autres. Et moi j'ai envie de clore un petit peu ça en disant que les phénomènes d'emprise et l'absence ou la difficulté de se détacher d'un être toxique, c'est parce que tout simplement il a aussi une immaturité fondamentale, un état dépressif, et que la personne a envie de le sauver. Et ce qu'elle ne veut pas finalement quitter, c'est sa fonction maternante absolue. Donc ce qu'elle n'arrive pas à quitter au fond, c'est un enfant, mais un sale gosse.